Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, aujourd'hui à 40 km à l'ouest d'Angoulême, à Cognac. Cognac, ville renommée dans le monde entier, mais aujourd'hui nous avons décidé, avec monsieur Vincent Bretagnol, qui est le responsable du patrimoine de la ville de Cognac, qui est à mes côtés, de partir dans les pas de François Ier, dont la statue trône sur cette même place François Ier, à nos côtés. Et donc je vais maintenant passer la parole pour qu'il nous dise ce que nous allons faire au cours de cette déambulation, de cette balade à travers Cognac, dans les pas de François Ier, à Vincent Bretagnol. Bonjour Vincent. Bonjour. Oui, effectivement, on s'était dit qu'aujourd'hui, ça pourrait être sympa à Cognac. Vous évoquez cette ville mondialement connue, mais ce nom qui est souvent attaché aux produits, à l'alcool, Cognac, et parfois un peu moins à la ville et à son histoire, parce qu'on a tendance à oublier que c'est bien la ville qui a donné le nom aux produits et pas l'inverse. Et dans cette riche histoire qui est celle de la cité cognacaise, François Ier occupe une place prépondérante. Parce que c'est vrai, quand on évoque la figure de François Ier dans l'imaginaire collectif, on pense à la Renaissance française, on pense au château de la Loire, Chambord, Blois, Amboise, on pense à Léonard de Vinci, mais on a rarement Cognac qui vient comme ça directement à l'esprit. Et donc l'idée de ce petit parcours, de cette petite découverte cet après-midi, c'est d'essayer de renouer le lien entre François Ier et sa ville natale, Cognac. Voilà, donc il est né ici, il est né ici. Et alors, on est parti de cette place François Ier et de cette statue. Vous entendez même sans doute les bruits de marteau-piqueur à côté de nous, car elle est en pleine rénovation. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire, vous qui travaillez auprès des services de la ville de Cognac, pour mettre en valeur cette place et François Ier? Justement, c'est un petit clin d'œil dans notre volonté actuelle là, de revaloriser ou de valoriser tout court l'image de François Ier à Cognac, de lui redonner en fait sa juste place. Et donc effectivement, la place est en travaux et en réaménagement, parce que l'idée sur le rond-point qui fait face à la statue de François Ier, c'était de retravailler les parterres dans un esprit, en fait, en tout cas, de jardin d'inspiration de la Renaissance française, histoire de tisser un fil cohérent entre François Ier et sa ville. Oui, alors à travers l'architecture, à travers même la géographie de la place et de l'espace dévolu aux piétons et aux voitures. Alors, qu'est-ce que nous allons faire au cours de cette balade à Cognac, dans les pas de François Ier? Eh bien, l'idée, c'est de partir de la statue, peut-être de dire un mot sur celle-ci, et puis après de pérégriner vers le centre ancien, vers le vieux Cognac, à la recherche de l'empreinte, ou plutôt des empreintes de François Ier dans la ville et de l'époque de la Renaissance, pour conclure de manière quasi naturelle ce parcours sur les traces de François Ier au château, là où il est né. Voilà, où on nous attend. Alors, puisque nous sommes, je le redis encore une troisième fois, au pied de cette statue que tous les Charentais qui sont passés ici, jeunes ou vieux, connaissent, cette statue, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, cette statue, elle est installée ici depuis 1864, dans cette grande dynamique française du 19e, d'écriture, d'histoire de la nation et de célébration de ces grands hommes. Tout naturellement, à Cognac, la population de l'époque a souhaité rendre hommage à son roi, finalement, à François Ier, en demandant à Antoine Etex, qui est un sculpteur parisien, de faire ce projet de statue. Alors, pour le petit clin d'œil et la petite anecdote, la statue qui a été retenue, là, c'est François Ier en roi chevalier, vainqueur à Marignan. Mais il y avait eu un autre projet qui était beaucoup moins belliqueux. L'idée, c'était de représenter François Ier, adolescent, en train de quitter sa ville natale pour embrasser son futur destin de roi, limite avec le baluchon sur l'épaule. Bon, vous voyez qu'aujourd'hui, en tout cas ce qui a été retenu à cette époque-là, c'est pas cet esprit-là, c'est davantage, encore une fois, le roi en armure qui vient de battre les guerriers suisses, notamment et milanais à la bataille de Marignan. Oui, pas un roi qui prend son baluchon pour quitter Cognac, mais pour demeurer à Cognac. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'architecture de la place ? Alors, autour de cette place, c'est intéressant, la place François Ier, au-delà de l'hommage rendu à François Ier et à cette statue en bronze, c'est que cette place offre vraiment un trait d'union entre la ville d'avant le 19e siècle et la ville d'après le 19e siècle, qui est une époque très importante pour Cognac, parce que ça va être le siècle du Cognac. Non pas le siècle où on invente le produit, mais le siècle où le produit prend une dimension industrielle et un poids économique et commercial très très important. Et donc sur cette place, qu'est-ce qu'on rencontre comme architecture ? Essentiellement du 19e siècle, avec une banque, un hôtel de voyageurs et un grand magasin. Il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, ces bâtiments ont conservé cette fonction-là, et c'était celle qui était à l'origine. Et vous voyez bien, quand on parle d'une banque, d'un hôtel de voyageurs, de grands magasins, ça place tout à fait l'état d'esprit, ou en tout cas la dynamique qui était celle de la ville à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle.
Et donc cette histoire perdure à travers ces bâtiments qui ont toujours le même commerce à l'intérieur, on va dire. Et on reconnaît bien, c'est un peu les façades des CCI, des chambres de commerce, etc., avec des grandes sculptures. Ça s'inspire quoi? Du 18e? Ça se veut quoi? C'est ce qu'on appelle, du coup, le 19e siècle va être marqué notamment par le néoclassicisme, Oui. donc ce retour au classicisme avec une relecture très 19e. Donc on a voilà, des façades très ordonnancées, évidemment en calcaire, à Cognac, en pierre de taille, avec une large part consacrée à la sculpture. Parfois aussi la sculpture qui prend forme humaine. Sur la banque, nous avons la tête de Mercure, dieu du commerce. Puis sur l'hôtel François Ier, deux cariatides qui sont ces personnages féminins en fait, qui soutiennent le balcon, chacune étant une allégorie du commerce et de l'agriculture. Donc vous voyez bien qu'on est pleinement au 19e dans une ville marchande et directement liée évidemment à l'économie du Cognac. Et pleine de symboles. Alors, il y a des artères qu'il faut connaître quand on est ici au milieu de cette place. On se dirige vers où et qu'est-ce qu'on aperçoit? Je pense que l'invitation naturelle serait de prendre la rue d'Angoulême, qui est une des rues piétonnes de Cognac, et qui nous invite en fait à aller vers le centre ancien, et notamment vers la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence l'empreinte de François Ier. Alors allons-y. Donc on s'engage dans une rue assez large finalement, bordée de commerces. Nous passons sur cette place où il y a des restaurants, des bars et bien sûr un manège. Et nous nous engageons dans cette rue pavée. Donc rue d'Angoulême, c'est par ici qu'on arrivait d'Angoulême ou qu'on partait d'Angoulême? Les deux, effectivement. Si elle s'appelle rue d'Angoulême, c'est tout simplement parce qu'elle marque la direction vers Angoulême. C'était la voie principale de la ville jusqu'au milieu du 19e siècle, celle qui permettait typiquement de rallier Angoulême à Saintes. On traversait de manière concrète Cognac en passant par cette rue-là. Donc il y a une voie très ancienne qui existait déjà au Moyen-Âge, en sachant qu'ici, à ce niveau de la rue, c'est là où se trouvaient les remparts. Et notamment la porte angoumoisine, puisque les remparts de Cognac qui existent depuis le Moyen-Âge et qui ont disparu à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, étaient percés de 3 grandes portes, dont la porte angoumoisine qui était exactement ici. D'accord, là, à l'endroit, on vient de quitter derrière nous la statue de François Ier, cette place, et là c'était la porte. Donc il n'y avait absolument rien là où aujourd'hui est la place. C'est toute l'histoire et cette espèce de dynamisme et de ville champignon de Cognac au 19e, c'est-à-dire que la place François Ier, qui est aujourd'hui le cœur battant de la ville, ou en tout cas le centre affirmé, jusqu'en 1850, on était hors la ville, et alors même pas en banlieue, c'était déjà le début de la campagne. Oui, d'accord. C'était déjà la campagne, comme vous dites. Donc, on pérégline, on continue, et on va aller jusqu'où? On va aller un peu plus loin pour vraiment amorcer ce qu'on appelle les quartiers bas de la ville, quand le relief se fait un peu plus accentué et descend vers la Charente, pour se diriger vers la rue Magdeleine, où il y a un joli vestige de l'époque de François Ier. D'accord. Alors François Ier parcourait sans doute à pied et pas encore à cheval cette rue à l'intérieur des fortifications. Alors on peut l'imaginer, bien que une fois parce que François Ier donc, est né ici, on l'a évoqué tout à l'heure, et puis après il y est revenu une fois qu'il était roi. On aura l'occasion d'en reparler quand on sera au château notamment, lors de plusieurs séjours. Et il faut imaginer que François Ier, qui arrive à Cognac avec toute sa cour, ça représente plusieurs centaines de personnes, dans une ville qui, à l'époque, même si on a du mal à l'estimer précisément, c'est une ville qui compte entre 5 et 8 000 habitants. Donc c'est une toute petite ville, au XVIe siècle, Cognac. Et donc, il faut avoir à l'esprit que François Ier... En fait, les rues ne suffisaient pas pour développer le faste du cortège de François Ier, et qu'il y a eu carrément des voies qui ont été aménagées, notamment ce qu'on appelait le chemin de la Reine, qui est aujourd'hui la rue de la République, que les Cognaçais connaissent, et qui a été vraiment spécialement aménagé pour les séjours de François Ier à Cognac, pour que la voie soit suffisamment large pour permettre à tout le cortège de développer son faste. Alors, je faisais tout à l'heure en voiture avec Kylian qui est en train de nous filmer. Je lui expliquais qu'à l'époque de François Ier, le roi n'habitait pas forcément dans un château, il se baladait dans plusieurs châteaux et qu'il y avait, comme pour Johnny Hallyday ou les Bodins aujourd'hui, des smirmorques qui amenaient les meubles et toute l'intendance. Alors, c'était des chariots avec des bœufs, évidemment, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous situe dans un contexte où on se déplace avec la cour et avec toute l'intendance, les meubles, les tapisseries, les tapis, etc. La vaisselle.
et tutti quanti. Ah non, c'est exactement ça. Et en l'occurrence, François Ier fait partie des rois qui avaient particulièrement la bougeotte. Et bon, après, qui avait aussi la chance d'avoir à disposition, entre guillemets, un certain nombre de châteaux. Donc, dans le Val-de-Loire, effectivement, ça c'est bien connu du grand public. Mais, et ça aussi, c'est par contre plus mystérieux, ou en tout cas plus méconnu, des séjours, nombreux, mine de rien, parce que durant toute la durée de son règne, c'est-à-dire un peu plus de 30 ans, François Ier va venir 5-6 fois à Cognac, sur des durées de séjour qui peuvent aller sur 2 à 3 mois. Au château de Cognac. Donc il faut imaginer le dynamisme pour la ville que ça insuffle, les séjours d'un roi de France à Cognac. Oui, c'est-à-dire la cour, donc le gouvernement de la France, qui n'est pas celle que l'on connaît aujourd'hui, mais se déplaçait avec le roi dans la province. Oui, tout à fait. Et donc notamment à Cognac. Et donc c'était le château qui était le lieu de réception. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs que François Ier a entrepris un certain nombre de travaux justement pour adapter finalement le château familial, puisque c'est là où il est né, c'est là où vivait sa famille, mais pour l'adapter à cette nouvelle fonction, à ce nouveau rang. Parce que le château n'était pas prévu pour ça à l'origine. Hein. Il n'était pas censé accueillir un roi de France en ses murs. Et donc il a entamé toute une série de travaux pour permettre d'adapter le château finalement à François Ier et à son nouveau statut de roi. Est-ce qu'on a des anecdotes sur son passage à Cognac ? Oh, il y a toujours des petites anecdotes. François Ier était un grand chasseur. Non seulement il adorait la chasse, mais a priori il était plutôt doué. Et bordant le château, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le parc François Ier, qui était à l'origine le petit parc, qui lui était le parc d'agrément, notamment pour les promenades des dames du château. Mais face à ce parc, sur l'autre rive de la Charente, sur la rive droite, il y avait ce qu'on appelait le grand parc, par opposition au petit parc, qui lui était véritablement le domaine de chasse. Et donc, lors d'un séjour de François Ier, l'anecdote raconte qu'il est tombé de cheval et il aurait pu perdre la vie suite à cet accident. Bon, finalement, il s'en est bien sorti, mais ça fait partie des petits clins d'œil de l'histoire, en tout cas que nous offre l'histoire, et notamment des séjours de François Ier ici. Voilà, François Ier qui mesurait quasiment 2 mètres de haut. Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours des petits débats sur 1m98, 2 mètres ou 2m02. Alors, on ne le saura jamais exactement, mais en tout cas, un très grand personnage pour son époque. J'ai eu la chance, je ne sais pas s'il est toujours au musée de l'armée aux Invalides à Paris, à voir des armures, et notamment une armure que je crois il n'a jamais portée, mais qui a été un cadeau fait sur mesure pour François Ier. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, surtout pour cette taille où la moyenne était un peu plus basse que la moyenne actuelle. Donc il faut vraiment voir, en tout cas avoir à l'esprit un souverain d'une taille importante pour l'époque. Alors maintenant, on arrive au bout de cette rue. Voilà, et on va se diriger vers la rue du Canton. Voilà, on a rue du Canton dont vous nous parlez. On aperçoit l'église Saint-Léger sur notre gauche et à droite le marché couvert. Oui, tout à fait, place d'Armes. Qui là, tout à l'heure, on évoquait la place François Ier comme centre actuel de la ville. Jusqu'au 19e siècle, le centre de Cognac, c'était ici. C'était sur la place d'Armes, qui effectivement donne sur le chevet de Saint-Léger. Et puis après, le marché couvert a été construit dans les années 1870. Et donc, le 19e étant encore une fois le siècle d'explosion urbaine de la ville liée à l'économie, il a fallu, en fait, la ville s'agrandissant, il a fallu recentrer le centre. Et c'est pour ça qu'il s'est déplacé tout naturellement sur la place François Ier. D'accord. Alors, là où nous engageons donc la rue du Canton, vous voulez nous montrer quoi ? Alors sur la rue du Canton, pas encore, je suis désolé Foucault. Ah mais j'ai vu rue du Canton écrit sur une pierre à côté. Non, on est bien rue du Canton, et vous allez voir, on va en fait juste au bout de la rue du Canton, mais qui est pas très longue. Je voulais vous montrer une première empreinte, alors c'est du détail, mais ça va nous permettre déjà de mettre de plein pied dans l'histoire de François Ier à Cognac, qu'on a déjà commencé à aborder d'ailleurs. Alors, tout en déambulant et en allant jusqu'à cet endroit, vous pourriez nous parler un petit peu de Cognac, son nombre d'habitants, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne le savent pas carrément. Qu'est-ce que ça représente comme ville aujourd'hui ? Aujourd'hui, Cognac, c'est une ville de taille moyenne, de 19 000 habitants. Plutôt une petite commune par contre, non pas en termes d'habitants, mais en termes de superficie, puisque c'est 1500 hectares Cognac. Donc c'est une petite ville, ça a toujours été une petite ville d'ailleurs. Alors elle a réussi à s'agrandir et à pousser les murs en annexant des communes voisines au 19e siècle qui sont devenues des quartiers aujourd'hui de la ville. Mais donc 19 000 habitants, voilà, ville de taille moyenne qui... avec son petit dynamisme et une vie culturelle. Et culturelle aussi, et puis tournée vers l'industrie du cognac. Évidemment, oui, le cognac est lié à l'histoire de la ville, mais il est aussi lié à l'actualité en fait, et au caractère contemporain de la ville, puisque évidemment l'économie cognac prend beaucoup de place.
ici. Alors vous parliez de culture et vous êtes un homme de culture, vous êtes aussi chargé du patrimoine, mais qu'est-ce qui se passe au niveau culturel dans la ville de Cognac? Plein de propositions tout au long de l'année avec des structures comme le théâtre, comme donc dédié voilà, au spectacle vivant, à la danse, mais aussi les abattoirs, qui est la scène de musique actuelle, et puis d'autres propositions aussi maintenant avec la fondation d'entreprise Martel sur plutôt l'art contemporain, le design et l'artisanat, et puis toute une série de festivals tout au long de l'année, Cognac Blues Passion, puis la fête du cognac, puis Coup de chauffe, le festival des arts de la rue, puis le salon du polar, puis les littératures européennes. Enfin, je veux dire, on est plutôt bien lotis en matière culture à Cognac. Oui, je trouve. Et puis, évidemment, c'est un nom qui chante aux oreilles des gens qu'on invite. Bah, oui, la puissance du nom Cognac, c'est évidemment cette espèce de renommée, cet écho international. Et c'est vrai que dès qu'on évoque ce nom, ça marche systématiquement. Moi, je voudrais en revenir à vous, juste avant que vous nous montriez cette empreinte de François Ier. Vous êtes quelqu'un, un agitateur culturel, j'allais dire, au bon sens du terme, parce que je crois que vous faites des balades, vous faites aussi des découvertes sous forme de jeux, ça reste ludique. Quel est votre... On en profite aussi pour parler de votre travail ici et de l'animation que vous menez au sein de la ville. Oui, effectivement, je suis en charge du label Ville d'Art et d'Histoire, puisque Cognac est labellisé par le ministère de la Culture, donc Ville d'Art et d'Histoire depuis 2012, ça fait 10 ans maintenant. Et que dans ce cadre-là, effectivement, on travaille tout au long de l'année à une programmation pour permettre au public, d'abord le public d'ici, et puis évidemment aussi les visiteurs, de découvrir, redécouvrir le patrimoine, les architectures de la ville. Et donc ça se traduit de plein de manières différentes. Ça, c'est charge à nous d'être suffisamment créatifs, justement, pour donner envie de voir autrement aussi la richesse architecturale de Cognac, parce que Cognac est un formidable terrain de jeu. Et donc effectivement, on aime bien agiter ça. Alors allons-y pour cette empreinte de François Ier. Oh, elle est minuscule, mais c'est un petit clin d'œil sur cette borne chasse-roue là, cet élément en pierre qui permettait en fait aux véhicules de ne pas abîmer les façades des bâtiments. Vous avez une petite salamandre sculptée. Et évidemment, la salamandre, on va la retrouver de manière importante à Cognac, puisque c'est le symbole de François Ier, c'est son animal totem. La salamandre de François Ier qui, disait-on, avait le pouvoir sur le feu, c'est-à-dire qu'elle nourrissait, elle éteignait le mauvais feu et nourrissait le bon feu. Et donc, vous voyez, même dans les endroits qui paraissent improbables comme ça, comme cette bonne chasse-roue, on retrouve une petite salamandre sculptée. Alors là, elle n'est pas contemporaine de François Ier, mais justement, on va faire quelques mètres pour aller en voir une salamandre du XVIe siècle. Alors oui, la bande chasse-roue, c'est joli comme nom. Alors, sait-on pourquoi il a pris cet animal Précisément, pas exactement. Alors, c'est pas le premier à avoir choisi la salamandre. D'ailleurs, il y avait d'autres membres de la famille où on retrouvait déjà la salamandre. Et puis après, naturellement, François Ier a choisi ça. Alors on imagine bien le symbole de cet animal qui a le pouvoir sur le feu, avec une sorte d'invincibilité. Et François Ier s'engageant dès le début de son règne dans une série de guerres, et notamment les guerres d'Italie. Voilà, on imagine assez aisément la nature et la force du symbole qu'il a voulu traduire à travers la salamandre. Bien, alors je suppose que c'est dans... Il y a toujours un petit peu de bruit parce que Cognac est pas en ébullition, mais en tout cas en rénovation et se part avec ces belles pierres qu'on met à jour. Voilà, maintenant on arrive devant une très belle maison avec un immense portail, une petite porte à côté et une magnifique sculpture de salamandre juste au-dessus de la porte. Magnifique. Oui, tout à fait. On est devant l'hôtel de Ravenne. Les deux Ravenne étant une famille du XVIe siècle, une famille d'origine de Saintonge, des drapiers, qui ont fait fortune et qui ont pu construire ce type d'hôtel particulier à Cognac, à proximité finalement de la famille royale d'ailleurs qu'ils connaissaient et dont ils étaient suffisamment proches pour pouvoir avoir le droit non seulement de rendre hommage à François Ier en faisant sculpter cette salamandre, mais en avoir le droit de la faire sculpter, parce que c'était l'apanage du roi, donc n'importe qui ne pouvait pas s'approprier la salamandre. Donc les deux Ravenne avaient cette qualité d'être suffisamment proches de la famille royale pour pouvoir nous laisser cette trace qui est un joli vestige, parce que des salamandres à Cognac, on en croise beaucoup, mais des salamandres du XVIe siècle, contemporaines de François Ier, c'est beaucoup plus rare. Il y en a sur le château, et puis ici, sur l'hôtel de Ravenne. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui faisaient fortune à l'époque, c'était pas forcément le cognac, évidemment. C'était dans le commerce drapier, comme vous dites. Eh bien oui, tout à fait, parce qu'au XVIe siècle, on n'a pas encore mis au point le cognac. Donc François Ier n'a pas pu tremper ses lèvres dans le cognac. L'histoire ne permet pas ça. Ça se joue à pas grand-chose, parce que les premières ébauches des eaux de vie de Cognac arrivent à la fin du XVIe, au début du XVIIe. Donc vous voyez, c'est quelques décennies d'écart, mais
C'est pas possible, on peut pas rallier ces deux éléments très importants de l'histoire de la ville. Il n'empêche, voilà, d'autres commerces qui étaient florissants, le sel au Moyen-Âge, et puis après le commerce des vins à Cognac, et puis aussi voilà, d'autres familles comme ces deux rabbins qui étaient des drapiers et qui ont fait construire cet hôtel particulier donc au XVIe siècle, avec une architecture caractéristique. On a parlé de la salamandre, mais il y a des fenêtres de ces décors première Renaissance. Et puis cette salamandre qui est tout à fait dans l'esprit des salamandres de François Ier, notamment qu'on croise par centaines au château de Chambord, c'est-à-dire un animal qui est plus proche du dragon que de la salamandre telle qu'on l'imagine aujourd'hui, là, le petit animal noir et jaune qui vit à côté de nos mares ou dans nos caves. Et cette salamandre qui est représentée dans les flammes et en train de cracher de l'eau. Parce qu'attention à pas faire d'erreur. Ah oui, alors là, il faut vraiment le savoir, parce Eh qu'entre sculpté dans la pierre, blanchâtre, de l'eau ou du feu, on ne sait pas, on y voit que du feu. Et c'est de l'eau. Et c'est de l'eau. Et oui, la salamandre, du coup, éteint le feu. Donc, elle crache de l'eau. Après, il y a plusieurs pièges, parce qu'elle peut être représentée aussi en train de manger du feu, puisqu'elle se nourrit du bon feu. Donc vous voyez, mais là en l'occurrence, elle est dans les flammes, elle vit dans les flammes puisqu'elle résiste au feu et elle crache de l'eau pour pouvoir éteindre ce mauvais feu. Alors vous dites depuis tout à l'heure bon feu, mauvais feu, moi c'est du feu. Alors je n'y vois là encore que du feu. Quelle est l'explication entre le bon feu et le mauvais feu? C'est la force symbolique en fait. Non, voilà, j'entends bien. Mais... les bonnes choses et les mauvaises choses. Et donc la salamandre est en capacité de valoriser, de faire fructifier les bonnes choses et de chasser les mauvaises. Oui, alors on est aussi dans un monde d'ésotérisme, même si on a une foi catholique, il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, on va dire. Oui, tout à fait. La salamandre, c'est ça, il y a une approche quasi mystique de cet animal-là, très éloigné de l'animal réel, tout à fait. Bien, alors maintenant que nous sommes passés à côté de cet hôtel Ramen, on poursuit dans cette petite rue, et je pense que, voilà, on va... parler d'autre chose maintenant. On se dirige où? On descend. Oui, tout à fait. On continue la rue Magdeleine et on va voir apparaître une tour carrée qui est elle aussi un autre vestige architectural du XVIe siècle. Parce qu'à Cognac, il reste de nombreuses traces de l'époque de François Ier, puisque je parlais tout à l'heure du dynamisme de la ville à l'époque du roi. Ça va se traduire notamment par toute une série de constructions, d'hôtels particuliers, de maisons nobles, et dont il reste un certain nombre de traces. On vient de voir l'hôtel de Ravenne, et là on arrive devant l'hôtel Bernard de Javrezac, avec cette tour carrée, cette petite échauguette, qui ont des bases du XVIe siècle, tout simplement. Alors, c'était le siège de quoi, ici? C'était pareil, un hôtel particulier destiné à une famille. Et l'idée, c'était pour ces familles-là d'avoir un édifice qui, traduit aussi leur statut social, leur rang social, et encore une fois, la proximité avec le château royal de Cognac. Alors, on peut imaginer un François Ier qui soit resté proche de ses amis d'enfance, des gens qu'il a connus ici, d'où le droit de pouvoir avoir la salamandre sur son hôtel particulier. Donc, une véritable proximité, puisqu'il n'était pas forcément appelé à être roi de France. Non, effectivement, quand François Ier est né, bien que sa maman avait croisé la route d'un voyant qui lui avait dit qu'elle aurait un fils et qu'il serait roi, mais dans les faits, quand il est né au château de Cognac le 12 septembre 1494, François Ier n'est pas destiné à être roi. Louis XII est sur le trône, mais ce dernier n'arrivant pas à avoir d'héritier, eh bien, on va se pencher sur les cousins éloignés les plus proches, et François de Valois en fait partie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va quitter rapidement le château de Cognac quand il va avoir 4 ou 5 ans, pour rallier la cour du roi Louis XII à Amboise, pour pouvoir justement être bien placé quand Louis XII décédera et qu'il s'agira de nommer un autre roi à sa place. Et c'est ce qui va se passer en 1515, parce que c'est vrai que si la date a traumatisé des générations d'écoliers à cause ou grâce, je sais pas, à Marignan, avant que François Ier gagne cette victoire, il a été sacré roi, donc en janvier 1515. Et c'est là que ça devient intéressant pour Cognac, parce que on aurait pu se contenter, entre guillemets, de cette naissance pour, vous voyez, gratter la corde chauvine en disant « Oh, il est né chez nous ». Mais en réalité, le rôle joué par François Ier sur le destin de la ville est considérable et il s'exprime notamment après l'accession au trône. Alors, il y a une autre ville aussi qui en a profité, mais de plus loin, puisque, soyons chauvins, surtout moi, en parlant de La Rochefoucauld, puisque François Ier de La Rochefoucauld était le parrain de François Ier, roi de France.
Oui, oui, tout à fait. Mais au-delà de Cognac, évidemment, qui est sa ville natale, c'est tout le comté de l'Angoumois qui va bénéficier de la présence de François Ier, donc d'un Charentais, d'un Angoumois, oui, d'une personne du comté de l'Angoumois. Et ça va se traduire de plein de manières différentes, avec une succession de privilèges, d'avantages. Et notamment un premier, dès qu'il est roi, c'est qu'il va exempter tout le comté de toute taxe et impôt pendant toute la durée de son règne. Ça, c'est un peu plus d'une trentaine d'années. C'est conséquent pour la population d'ici d'être exempté de toutes ces taxes, de tous ces impôts, surtout dans un règne qui est plutôt guerrier, qui est plutôt belliqueux. Les guerres coûtent cher, généralement, il y a toujours des petites répercussions sur les impôts. Eh bien, ici, dans le comté d'Angoumois, et un Cognac en particulier, on ne paye rien. Alors avec l'avènement de la République et notamment François Mitterrand, on n'a pas pu faire la même chose pour Cognac à l'époque où il a été élu président de la République. C'est juste pour faire la différence, effectivement, le roi donnait des franchises du coup lorsqu'il était au pouvoir et qu'il voulait favoriser des endroits particuliers qu'il aimait, notamment sa ville ou son comté de naissance. Et puis si on veut en savoir plus sur la famille et sur les Valois et sur François Ier, notre ami Florent Gaillard est bien placé, hein, lui qui fait des émissions souvent avec nous, pour vous le conter sur Angoulême. Oui, oui, tout à fait. Et donc j'évoquais ces premiers privilèges de François Ier qu'il accorde sur le comté d'Angoumois et à la ville de Cognac. Ça va se traduire aussi d'autres manières. Donc il y a les exemptions de taxes, d'impôts, les privilèges fiscaux. Mais François Ier aussi va souhaiter, et d'ailleurs c'est dans les textes, encore une fois, dès son accession au trône, dans les mois qui suivent, que sa chère et bonne ville de Cognac soit mieux peuplée, mieux bâtie. Et c'est écrit texto dans les sources. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va entamer, grâce à l'argent de la couronne, une série de travaux à Cognac, dans la ville, notamment l'amélioration de la navigation sur la Charente avec différents aménagements, le pavage des rues, puisque jusqu'alors c'était des rues en terre. Et donc là aussi, il s'agissait, quand François Ier venait, qu'il puisse se déplacer aisément dans les rues de la ville. Ça se traduit également par, on l'évoquait tout à l'heure, les aménagements des voies de communication qui permettent d'accéder à Cognac. Donc vous voyez en fait toute une série d'aménagements qui vont quand même favoriser un développement économique ultérieur. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est grâce à François Ier qu'il y a eu le Cognac. Je n'ai rien dit. Mais je dis juste que François Ier, en tout cas, va jouer un rôle dans la grande histoire, tradition, oui, c'est ça, tradition marchande de Cognac, qui va expliquer qu'en fait, le produit Cognac ne va pas arriver ici par hasard, mais va arriver sur un terreau qui n'attend que ce produit finalement. Et François Ier joue un rôle. Oui, oui, les infrastructures, j'allais dire que l'infrastructure, tout était déjà prêt pour accueillir ce nouveau commerce. Là, on est en train de longer un petit peu en hauteur la Charente avec le pont qui l'enjambe juste devant nos yeux. Et sur notre droite, c'est le château de François Ier. Donc on se retourne, on tourne le dos à la Charente. On voit sur notre droite la maison Hennessy, il y a le grand drapeau qui flotte au-dessus avec le bras armé. Et là, nous sommes encore devant une sculpture un peu usée par le temps. Et vous allez nous décrire la sculpture qu'on va retrouver comme tout à l'heure. Eh bien voilà, on est devant un des corps de bâtiment du château, devant des sculptures de salamandre, la salamandre de François Ier qu'on retrouve là sur son château, et particulièrement sur ce corps de bâtiment. C'est intéressant parce que le château de Cognac, c'est vrai, est un monument compliqué parce qu'il y a un peu de Moyen-Âge, un peu de Renaissance, un peu de 19e siècle. Alors son architecture est parfois difficile à lire, mais finalement elle est que le miroir de l'histoire. Et le château est un vrai trait d'union des grandes périodes de l'histoire cognacaise. Tout est résumé dans ce monument. Et donc ce corps de bâtiment a été construit à l'initiative de François Ier dès 1517. Et justement, l'idée de ce corps de bâtiment, c'était pas du logement, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas de chambres ou de choses de ce genre, mais vraiment des salons de réception, d'apparat. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la volonté de doter le château de nouveaux bâtiments pour coller à la fonction de roi, le statut de roi de François Ier, et d'être en adéquation finalement avec ce statut et pouvoir recevoir non seulement sa cour, mais aussi des diplomates étrangers, et tous ces types de personnes qui vont passer par Cognac durant le règne de François Ier. Alors on est sous cette loggia et on imagine forcément par ces grandes fenêtres une galerie, parce qu'à cette époque on faisait des galeries pour recevoir. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça, ce qu'on va appeler la salle des États, qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure depuis l'intérieur. Mais c'est tout à fait l'esprit et l'objectif finalement de cette construction, c'est-à-dire d'offrir un bâtiment qui est là pour recevoir, tout simplement.
Bien, alors, puisque vous nous invitez à la réception, tout naturellement, nous allons aller de ce pas dans le quart d'heure qui nous reste pour rencontrer, je crois, Vanessa, qui est en responsabilité ici dans ce château, mais qui est aussi une maison de Cognac. C'est peut-être pour ça qu'on le connaît un peu moins, parce que il faut faire l'effort d'y rentrer et c'est pas d'emblée un endroit où on va rentrer. C'est un château qui, c'est ça, ce que j'évoquais là, une espèce de joli résumé de l'histoire de la ville et où l'histoire du produit rejoint l'histoire, celle de la ville. Et donc ce château, évidemment, a connu une effervescence énorme à l'époque de la Renaissance et de François Ier, mais une fois que François Ier meurt, l'édifice va perdre son lien privilégié avec la royauté et le château va tomber gentiment mais sûrement en désuétude, voire en ruine d'ailleurs pour une part importante, jusqu'à la Révolution française où, étant vendu comme bien national, il va être acheté par un négociant, le baron Hothart, qui voit dans le château un édifice parfait pour pouvoir y installer son activité économique et pour pouvoir faire vieillir le cognac de manière optimum. Là encore, tout était en place pour recevoir les barriques. On peut voir d'ailleurs des estampes de cette époque où on voit le château en ruine pratiquement. Oui, il existe. On n'a pas une iconographie très très importante, mais on a quand même trace de plusieurs effectivement croquis, gravures où on voit le château et l'état du château à la fin du XVIIIe siècle. Alors ça y est, on est rentré dans la cour du château et là on se dirige vers où? Alors là il faut que j'aille voir. Alors allez chercher Vanessa. Voilà, alors Vincent, vous avez trouvé Vanessa qui nous ouvre la porte d'ailleurs et on rentre dans le château. Bonjour Vanessa. Bienvenue au château de Cognac. Merci, quel sourire pour nous accueillir. Vous êtes guide, je crois, Vanessa, ici? Tout à fait, exactement. Donc mon but aujourd'hui, de vous faire partager l'histoire de ce lieu. Bon, alors là, on est entouré de bouteilles, je vois des fûts, etc. Mais c'est pas par là qu'on va commencer, parce que je suppose que c'est par là qu'on termine la visite quand on visite le château. Eh bien, tout à fait, effectivement. Chacune de nos expériences de visite se termine par une dégustation d'une ou de plusieurs qualités de cognac. Et nous avons évidemment deux marques de cognac au sein du château. J'entends Baron Hothart, mais également Ducé. Bien, alors comme on est venu sur les traces de François Ier, qu'il n'y avait pas de cognac à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on fasse de dégustation, m'a dit Vincent. Donc on va y aller, on va vous suivre et vous allez nous dire, Vanessa, en passant sans doute une autre porte, qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Alors, voilà, il y a un grand portail en bois et qui nous permet d'arriver dans une ruelle intérieure. Tout à fait. Donc, c'est la cour Louise de Savoie. Donc, c'est le point de départ de notre circuit de visite. Donc, Louise de Savoie, donc du nom de la mère de François Ier, dont on parle évidemment dans chacune de nos visites, puisque François Ier, on le sait, est né au sein du château de Cognac. Bien, alors, déambulons. Allons-y. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Parce que comme on n'arrête pas le micro, il faut qu'on parle tout en déambulant. Que vous nous racontiez une belle histoire. Eh bien, vous pouvez peut-être d'ores et déjà le ressentir, mais chaque morceau de pierre raconte une histoire ici au sein du château royal de Cognac. Et ça, notre but est de le faire partager à l'ensemble de nos visiteurs. Et là, nous rejoignons la cour d'honneur du château. Alors, tout en rejoignant cette cour d'honneur, on fait comment pour visiter ici? Il y a des jours d'ouverture et il faut passer un coup de fil, il faut taper sur Internet. Alors, nous avons bien évidemment un site internet, châteauroyaldecognac.com, où le visiteur peut retrouver l'ensemble de nos expériences de visite et effectuer sa réservation pour le jour souhaité. Alors ça y est, nous avons monté quelques marches, nous sommes encore dans une cour intérieure qui est au bord de cette ruelle. Alors c'est quoi? Donc cette cour d'honneur qui est entourée ici par le logis du gouverneur, c'est un ensemble qui a été reconstruit au XVe siècle par le grand-père de François Ier qui était le comte Jean de Valois. Le bon comte Jean qu'on a retrouvé, qui a été réenterré au pied d'un pilier de la cathédrale d'Angoulême. Alors là, c'est une porte massive. Je vous laisse sans doute ouvrir pour que nous puissions rentrer. Vincent, vous avez quelque chose à ajouter? Ah non, pas mieux. Pas mieux, hein, pas mieux. Et alors là... La salle au casque. Alors la salle au casque,
qui est assez majestueuse. Et on s'imagine, là, on est complètement transporté au Moyen-Âge et on n'attend plus que les chariots pour défaire les tapis, les tentures, les tables, les coffres, comme je le disais tout à l'heure, en déambulant dans les rues de Cognac lorsque François Ier venait ici. Donc là, nous sommes dans la partie la plus ancienne du château. Dans une remonte au XIIe siècle. C'est dans cette partie-là que Richard Cœur de Lion avait marié son fils Philippe de Falconbridge avec Amélie de Cognac, et précisément vers 1190. Et c'est aussi ici qu'au XVe siècle, Jean de Valois avait organisé les premiers grands événements de son temps, ici, toujours en s'entourant en fait de la cour la plus brillante qui soit à ce moment-là. Donc c'était essentiellement des personnalités issues des arts, des lettres ou encore des sciences. Bien, tel qu'on peut s'imaginer et le voir représenté dans les tableaux. Alors maintenant, on descend 2 marches et on est dans un autre endroit, où là, encore la salamandre, surmontée de la couronne de France. Tout à fait. Donc la salamandre qui orne plusieurs murs au sein du château et même dans la ville de Cognac, vous avez pu le découvrir. C'était l'emblème choisi par François Ier à l'époque, parce que donc François Ier, on le sait, était un roi très grand, et il avait cette réputation d'invincibilité. Et donc cet animal étrange avait différents pouvoirs, comme le fait de cracher du feu ou de protéger du feu. Et donc François l'a utilisé pendant... Oui, c'était une façon médiatique et très visuelle pour les gens qui n'écrivaient pas, de faire du médiatique de l'époque, en fait. Alors, Vincent nous en a pas mal parlé. Là, on passe dans un autre endroit, sans doute. On voit quelques bustes de côté où on retrouve la sculpture de François Ier. De François Ier, mais également celui de sa première épouse, Claude de France, qui était la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Et avec François, ils ont eu 7 enfants, dont Henri II, le successeur. On sait que Claude de France est décédé très jeune et François s'était remarié ensuite à l'époque avec la sœur de son pire ennemi. Donc son pire ennemi qui n'était autre que Charles Quint, le roi d'Espagne, qui s'était remarié avec Éléonore d'Autriche. Bien, alors c'est parfait. Descendons maintenant encore un escalier pour... Alors, ce que n'avait pas François Ier à l'époque, il y avait sans doute d'autres odeurs. Ça serait intéressant de voir dans l'histoire et l'histoire des odeurs, mais on ne sait pas et on serait parfois sûrement surpris. Mais là, ça sent le cognac, on sent. Tout à fait, puisque plus nous avançons et plus nous nous rapprochons des déchets de vieillissement présents encore au sein du château. Alors François et les bustes sont un peu partout. Il me semble reconnaître aussi des bustes plus actuels, entre guillemets, Voltaire. Et là, on est dans la galerie qui surplombe la Charente, dont nous parlions à l'extérieur avec Vincent Bretagnol tout à l'heure. Et c'est ici qu'avaient lieu sans doute les réceptions et les fêtes. Et je crois que ça a l'air de continuer aujourd'hui. Tout à fait. Effectivement, ces salles sont encore le théâtre de nombreux événements comme cela a pu l'être à l'époque, comme par exemple dans la salle des États que nous rejoignons maintenant, où François Ier a pu organiser de grands événements à l'époque. Nous avons connaissance de la Ligue du Cognac, où il avait reçu les grands de la papauté, de Venise, des républiques italiennes, toutes les personnalités en réalité qui étaient alliées à la France contre Charles Quint, le roi d'Espagne et pire ennemi de François Ier. Donc, alors c'est pour ça que ça s'appelle la salle des États ? Non ? On sait pourquoi ça s'appelle comme ça ? On ne sait pas. Bon, c'est pas grave. Il y a cette idée de diplomatie et voilà. encore une fois de salon de réception, de salon d'apparat. Et donc le nom témoigne de ça. Bien, Vanessa, je vous repasse le micro. Donc une salle qui, comme vous pouvez le voir, est très vaste, est plutôt lumineuse et une architecture qui se différencie des autres parties du château, puisque là, nous sommes sur une architecture de type Renaissance, avec ces croisées d'ogives en forme de X et également en forme de Y, qui était plutôt rare pour l'époque et qui mettent véritablement en beauté cette pièce, puisque... je le disais, elle est encore surnommée aujourd'hui la perle du Cognac et comme vous pouvez le voir, elle est encore un lieu de réception d'événements divers.
Je la redécouvre dans une certaine simplicité. Alors, quand je dis simplicité, il y a quand même un travail énorme, mais l'ambiance générale, c'est chaleureux et c'est harmonieux, comme vous disiez tout à l'heure, et il y a beaucoup de lumière qui rentre par ces grandes baies vitrées et qui donnent sur la Charente. Tout à fait. Cette salle, évidemment, surplombe le fleuve Charente et c'est un bel endroit. Alors, maintenant, est-ce qu'on a terminé la visite? Parce que on passe aussi ensuite, je suppose, dans les chais de vieillissement, etc., quand on visite la maison de Cognac. Mais là, puisqu'on est sur les traces de François Ier, on est vraiment dans des bâtiments, et notamment celui-ci qu'il a voulu pour les réceptions. Tout à fait. Cette salle est très ancienne, elle date de 1517 et François, à l'époque, avait voulu sa construction pour justement avoir un lieu pour organiser de grandes célébrations. Alors on sent que François Ier, quand il a été élu roi, il n'a pas été élu, hein, il a été nommé roi de France. Il a voulu que sa ville de Cognac ait toutes les infrastructures pour pouvoir recevoir la cour, en fait. Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, la naissance de François Ier est évidemment un élément marquant dans l'histoire de la ville, mais plus encore son accession au trône, notamment pour tous les privilèges, les travaux qu'il va entamer dans le château de manière importante, dans la ville, tout ça pour finalement en fait valoriser sa ville natale et prouver son attachement aussi à cette ville. Parce que on évoquait de ses séjours tout à l'heure dans le château qui ont été nombreux, hein. Je parlais de 5, 6, on a parlé de ses épouses, il a présenté ses 2 épouses ici et ça traduit un attachement particulier. Alors c'est de l'interprétation, vous m'en excuserez, mais peut-être même sentimental. C'est-à-dire qu'à chaque fois on observe que ces séjours sont pas déconnectés d'une actualité qui lui est propre. Je parlais de la présentation des 2 épouses à Cognac, mais quand François Ier va être emprisonné par Charles Quint justement et détenu à Madrid, le premier endroit où il vient à sa sortie de prison, c'est à Cognac. Donc vous voyez, il y a ce lien particulier entre François Ier et Cognac. Ouais. On peut sans doute le comprendre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? On parle là de l'évocation de François Ier, mais dans l'actualité des traces actuelles de François Ier, finalement. Alors, toujours à l'œuvre, je ne sais pas comment dire ça, hein. Le rendre vivant et existant à travers, certes, son passé, son passage, mais comment est-ce qu'il est encore présent aujourd'hui? Alors, tout à l'heure, on a commencé la visite devant la statue, donc ça, c'est une trace encore aujourd'hui qui témoigne de sa présence à Cognac. Et puis après, c'est vrai qu'on a plein de clins d'œil dans la ville, de l'ordre du clin d'œil, ça je vous l'accorde, mais par exemple, l'équipe de rugby de Cognac, son symbole, c'est la salamandre. On a plusieurs commerces à Cognac qui ont adopté un vocable en lien avec les Valois, avec Marignan. Donc, vous voyez, il y a toutes ces empreintes qui, alors, parfois, on passe à côté sans y prêter attention, mais qui témoignent de ça. Plus après, voilà, la vie actuelle du château avec son parcours de visite. Nous, Ville d'Art et d'Histoire, ce qu'on essaie aussi de promouvoir et de diffuser auprès du public, encore une fois, de rattacher finalement la figure de François Ier à Cognac, parce que finalement, on se contente juste de raconter l'histoire telle qu'elle est. Bien, et ça va jusqu'à Angoulême et au Festival du film francophone où il y a des Valois d'or, d'argent, etc. Donc il y a toujours un petit clin d'œil à François Ier. Je vais vous remercier tous les deux pour cette visite, et de Cognac et de l'empreinte de François Ier avec vous, Vincent Bretagnol, et puis vous, Vanessa, pour cet accueil sympathique et chaleureux et souriant au château qui est la Maison Otard, en plein cœur de Cognac. Et donc j'invite ceux qui nous suivent à la radio et qui ne connaissent pas encore cet endroit à venir le visiter. Donc évidemment, le château royal de Cognac, maison des Cognac Baron Otard et Ducé. Bon, alors on a bien entendu ça aussi, et vous pourrez déguster. C'est-à-dire que François Ier, on l'a à la vue et aussi au goût grâce aux barriques qui vieillissent dans les endroits qu'il a fait construire ou qu'il a connus. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.